Bonjour à tous, je suis le Dr Esteves, praticien hospitalier dans le service de chirurgie de l'hôpital Bichat et consultant au Centre Sphère à Boulogne. Nous allons aujourd'hui vous parler avec mon collègue le Dr Vernet des kystes ovariens, ou autrement appelés tumeurs ovariennes présumées bénignes, du diagnostic à la prise en charge. Bonjour à tous, je suis le Dr Thibaut Vernet, échographiste référent, expert en imagerie de la femme et du fœtus. Je travaille au centre d'échographie de Boulogne-Billancourt, le CBB, au centre d'échographie de la femme et du fœtus à l'enfant, le CEF à Créteil. Alors, le premier temps essentiel dans le diagnostic des tumeurs de l'ovaire présumées bénignes, c'est bien sûr le temps échographique. Il n'y a pas de petites échographies durant un examen clinique. Ce sont de vrais examens complémentaires qui nécessitent l'emploi d'une terminologie très précise et exacte, qui a été décrite dans la littérature depuis maintenant près de 15 ans, ce qu'on appelle la terminologie IOTA. C'est des mots à utiliser pour décrire précisément la tumeur ovarienne et ainsi parvenir, à l'aide de sa description et de ce que l'expert en échographie visualise, arriver à un diagnostic ou tout du moins à une suspicion diagnostique afin de savoir quelle va être la prise en charge. Est-ce qu'il va falloir surveiller? Est-ce qu'il va falloir opérer? Dans quelle urgence faudra-t-il opérer? Faudra-t-il réaliser des examens complémentaires? Une préservation de la fertilité avant la chirurgie? Toutes ces réponses doivent découler de ce temps échographique qui est primordial. Alors, durant ce temps échographique, on va préciser si la formation ovarienne est uniloculaire, c'est-à-dire est-ce que c'est une seule structure, une seule boule, est-ce qu'elle est liquidienne ou est-ce qu'elle contient du tissu? Et puis, si elle n'a pas une seule boule, dans ce cas-là, quelles sont exactement les cloisons? Est-ce qu'il y a différentes structures? Et c'est à l'aide de cette description qu'on avancera vers un diagnostic ou tout du moins vers une suspicion échographique. Parmi les diagnostics supposés, on va voir ce qu'on appelle les kystes déterminés. C'est-à-dire que rien qu'en le regardant, l'expert en échographie va pouvoir suspecter le type de kyste dont il s'agit. On va discuter avec le docteur Esteves, en fonction du type de kyste suspecté, quelle va être la prise en charge proposée. Alors, le premier kyste déterminé, classique, c'est ce qu'on va appeler le kyste dermoïde. Il va être décrit en échographie comme étant un kyste vraiment typique, une formation ovarienne typique avec souvent des contenus très calcifiés, caractéristiques. Et donc, quand l'échographiste référent va conclure dans son compte-rendu à l'existence d'un kyste dermoïde, le chirurgien va pouvoir le prendre en charge. Tout à fait. Alors, les kystes dermoïdes sont des kystes qui ont une évolution qui est relativement lente. On considère qu'ils grossissent d'environ 2 mm par an et on va les surveiller de manière annuelle. Alors, à quel moment est-ce qu'on va prendre en charge un kyste dermoïde? Eh bien, c'est soit lorsqu'il atteint la taille de 6 cm, soit lorsqu'il est symptomatique, même en dessous de 6 cm. Le traitement donc, va reposer sur une kystectomie par voie célioscopique, c'est-à-dire à l'aide d'une caméra qu'on passe par le nombril. Ce sont des kystes qui n'ont pas tellement plus de risques que les autres de torsion ovarienne, mais c'est vrai que le risque de torsion va augmenter avec sa taille. On peut parler d'un risque augmenté de transformation cancéreuse lorsque ce kyste mesure plus de 10 cm et chez les patientes de plus de 50 ans. Une fois ce kyste retiré, le risque de récidive est très faible et il n'y a pas de surveillance particulière dans les suites. Alors on peut parler ensuite, donc, parmi les kystes déterminés, des endométriomes. Les endométriomes, c'est les kystes dans l'ovaire dont le contenu est du tissu d'endométriose. Ils ont un aspect caractéristique et dans la conclusion, on va pouvoir dire effectivement il s'agit d'un endométriome. Oui, alors ces kystes endométriosiques, donc ces endométriomes sont probablement les kystes les plus compliqués à prendre en charge puisqu'ils sont très rarement isolés. Dans 85% des cas, ils sont associés à une endométriose pelvienne profonde. La question qui se pose à chaque fois, c'est faut-il les prendre en charge ou non? Il est en effet difficile de répondre à cette question puisqu'il faut intégrer l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire l'âge de la patiente, le désir de grossesse de la patiente, son parcours éventuel en procréation médicalement assistée,
Il n'y a pas de recommandation quant à une taille qui va indiquer une exérèse. On sait globalement que ces kystes endométriosiques vont spontanément altérer l'ovaire, ils vont diminuer le nombre de follicules, ils vont, par des mécanismes de stress oxydatif, abîmer en partie le cortex ovarien. Mais on sait également que la chirurgie de ces kystes va altérer l'ovaire. Donc, les indications de traitement chirurgical de ces kystes endométriosiques est vraiment à discuter dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire d'endométriose, puisqu'il n'y a pas de règles établies quant à la prise en charge de ces kystes. Et que on sait que le fait d'enlever le kyste ne va pas améliorer le pronostic de grossesse, et que une des indications les plus usuelles de kystectomie dans le cadre de ces endométriomes, ce sera vraiment des gros kystes de plus de 6 cm symptomatiques. Dans les autres situations, il faut vraiment discuter au cas par cas de l'indication chirurgicale. Et donc le troisième kyste déterminé, et en l'occurrence le plus fréquent, c'est le kyste uniloculaire liquidien pur. C'est-à-dire qu'il y a une seule poche dont le contenu est purement lisse et absolument liquidien. Et là, bien entendu, alors il faudra s'efforcer d'explorer dans son intégralité le kyste ovarien, afin de s'assurer de l'absence totale d'irrégularité sur l'une des parois, parfois à l'aide de la technologie 3D qui permet de donner un bon rendu et de bien visualiser les contours de l'ovaire et du kyste. Et donc en fonction de sa taille et bien sûr de sa symptomatologie, la prise en charge différera. Oui, alors le kyste liquidien pur, donc c'est probablement le kyste dont la prise en charge est la plus codifiée. À savoir qu'en termes d'imagerie, lorsqu'ils font plus de 7 cm, on a tendance à demander une IRM, puisqu'au-delà de cette taille, l'échographie est un petit peu moins performante. Et donc, lorsque ces kystes sont asymptomatiques, on se contentera de les surveiller jusqu'à 10 cm, sauf chez les patientes ayant un antécédent personnel ou familial de cancer de l'ovaire ou de cancer du sein. Lorsque ce kyste va aller au-delà des 10 cm, à ce moment-là se posera une indication chirurgicale de kystectomie, toujours par voie célioscopique. Et enfin, l'indication chirurgicale se pose également lorsque ce kyste, bien que faisant moins de 10 cm, est symptomatique. Pour finir, il existe des formations kystiques qui ne vont pas répondre à ces kystes déterminés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure avec certitude au type de kyste en fonction de son aspect. En revanche, on va pouvoir savoir si ce kyste va présenter des caractéristiques parfaitement bénins ou au contraire se trouver dans une situation état limite entre la bénignité et la malignité, ce qu'on appelle les kystes borderline. Il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on développe en échographie d'expertise pour pouvoir conclure à ce type histologique, et dans ce cas-là, la prise en charge sera très différente. On en discutera lors d'un prochain topo. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé sur la prise en charge. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements, que ce soit sur le diagnostic ou sur la prise en charge de ces tumeurs ovariennes.